Éric Delannoy, bonjour, président du cabinet Tenzing. Et voilà qu'on discute à nouveau, qu'on remet sur la table le projet de fusion. À croire que PSA est actuellement à même de relever tous les défis face à un Renault en bien mauvaise posture qui a dû se concentrer, dit-on, sur l'alliance avec Nissan. Pas de débat cette fois sur la valorisation ou non, enfin on le verra d'égal à égal. On le verra aussi. Ça y est, PSA d'un côté, Fiat Chrysler de l'autre. Ils ont confirmé qu'il y avait bien des discussions sur une fusion. On nous parle de projets de fusion entre égaux. Est-ce que c'est possible, dans les faits, vraiment d'être entre égaux ? Alors, il y a un grand débat sur les fusions, hein. Vous savez que dans les 20 dernières années, 70% des fusions mondiales se sont soldées par de la destruction de valeur. Donc ça, c'est malheureusement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs un appétit toujours permanent pour pouvoir fusionner les activités. Donc il y a quelques doctrines qui sont en train de se mettre en place. Et parmi les grandes idées, c'est que les fusions ne fonctionnent que s'il y a soit un décalage de performance très fort, hein. Donc c'est vraiment une entreprise qui va aider à redresser une entreprise et par là même prendre un marché. Et puis il y a les fameuses fusions par égaux qui ne peuvent fonctionner que si on identifie des synergies extrêmement claires et des complémentarités très fortes. Si c'est juste pour rapprocher des entreprises qui ont des cultures différentes, qui ont des modes de fonctionnement différents et qui auraient des positions de marché similaires, parce qu'elles seraient vraiment entre égaux, on a des chances que la destruction de valeur se fasse sentir très vite. Alors là, on se retrouve dans un contexte. Déjà, il y a besoin de consolidation dans le secteur automobile, des modèles tout à fait attaqués, un contexte de marché difficile et délicat et surtout des investissements colossaux à mener, à lancer. Ça veut dire que là, il y avait une évidence d'une fusion éventuelle et les deux groupes étaient à même de se rapprocher. Est-ce que justement il y a cette complémentarité et des synergies évidentes ? Alors, l'évidence, déjà, elle arrive dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, PSA et le groupe Fiat, hein, enfin FCA, hein, si on prend en compte Chrysler, sont en fait en collaboration depuis très longtemps. Ça fait 10 ans qu'ils discutent. Ça fait 10 ans qu'ils discutent, mais ça fait depuis 78 qu'ils ont mis en place des premières coopérations, notamment sur les utilitaires et sur certains monospaces entre la France et l'Italie. Donc, on sent que de toute façon, c'est une entreprise dans laquelle il y a des coopérations qui sont mises en place avec le temps. Ça a chopé pour plein de raisons, des raisons de gouvernance notamment, avec des problématiques de participation des familles encore très présentes dans la gouvernance. Oui, c'est deux entreprises familiales. Deux entreprises familiales dont qui détiennent encore chacun une part importante, hein, puisque dans un cas c'est 23%. Plus d'ailleurs du côté de Fiat Chrysler. Fiat c'est 24% et en fait Peugeot on est aux alentours de 12%. Néanmoins, par rapport à l'éclatement du capital lié notamment à l'introduction en bourse, ça reste des actionnaires très importants dans la gouvernance. Et donc ils ont leur mot à dire. Et quelquefois on n'est pas que sur des logiques industrielles, mais aussi des logiques historiques. Donc ça veut dire qu'entre les deux groupes, il y a eu des discussions depuis très longtemps et des premières synergies qui sont mises en place. Maintenant, quand on regarde le marché de l'un et l'autre, PSA est très présent en Europe, est assez présent en Chine, même s'ils sont assez en difficulté, mais n'est pas du tout présent sur le continent américain. Et le point d'entrée ? Le point d'entrée du continent américain pour PSA, c'est Fiat, qui, grâce à Chrysler, grâce à Dodge, ce sont des marques américaines, ils sont très présents avec Jeep, ils sont très présents aux États-Unis. Donc on voit bien que sur une problématique de répartition de marché, là où Fiat d'ailleurs est assez peu présente finalement sur le continent européen et assez peu présent en Asie, on voit bien qu'il y a des compléments de marché sur lesquels il peut y avoir des synergies importantes. La deuxième manière de voir les synergies, c'est des complémentarités en termes métiers. Aujourd'hui, Fiat a beaucoup moins investi sur l'électrique que Peugeot. Il y a un retard à rattraper. Il y a un retard à rattraper. De la même manière, Fiat a des retards à rattraper sur toutes les problématiques de mise aux normes des réglementations européennes, notamment sur tout ce qui est émissions, qui est en train de se durcir. Les problématiques de dépollution, PSA y travaille depuis de nombreuses années, alors que Fiat a toujours jugé que ce n'était pas sa priorité. Donc on sent bien que sur la partie métier proprement dit, il y a des complémentarités qui risquent de profiter d'abord au groupe Fiat. Néanmoins, Fiat a une gestion de ses marques et de sa gamme qui fait qu'en son sein, elle a pas une habitude, mais en tout cas un marketing qui lui permet d'avoir des marques plus lucratives, plus rentables. Et donc là, Peugeot, potentiellement, PSA, a potentiellement un savoir-faire à retirer d'un marketing et de la mise en gamme de ces marques. Il y a un intérêt aussi pour aller chercher les marges, parce que pour PSA, les marges sur le continent européen, on peut dire que c'est effet peau de chagrin, et on va aller chercher ailleurs, peut-être avec Fiat, du côté Fiat Chrysler, du côté des États-Unis, où là, on pourra jouer justement. Exactement. Le travail sur les marges est un travail sur
lequel probablement le groupe Fiat a une avance par rapport à PSA. Le fond du sujet, il est également sur une problématique, effectivement, comme vous l'évoquiez, d'une mutation du marché de l'automobile. Aujourd'hui, pourquoi il y a cette consolidation qui est en train de se faire et qui n'est certainement pas terminée? C'est simplement parce qu'en gros, le marché automobile est probablement on arrive à une de ses plus grandes mutations qui va nécessiter des investissements colossaux. D'abord, on le voit, la recherche et développement n'a jamais été aussi importante dans le monde automobile qu'aujourd'hui. Et à ce titre-là, l'Europe est très bien placée. Donc faire émerger un géant européen à travers Fiat PSA est intelligent puisque, en gros, en Europe, nous détenons quasiment la moitié de l'ensemble des investissements mondiaux de la R&D automobile. Pourquoi ces investissements? Pour au moins 2 raisons. C'est qu'on ne parle plus de marché automobile, mais on parle de marché de la mobilité. Et que donc on va sortir de la construction des voitures. Et là aussi, il va falloir monter en compétences et s'ouvrir à d'autres métiers avec ces synergies. S'ouvrir à d'autres métiers, la voiture autonome, des énergies qui sont différentes, de la réglementation qui va se durcir sur la propreté. Enfin, la voiture autonome, vous imaginez bien que c'est à la fois de la mobilité, c'est à la fois des infrastructures, c'est à la fois de la notion d'énergie, c'est de la responsabilité. Enfin, on va très très loin avec la voiture autonome, hein, pas seulement uniquement sur de la création d'usines. Donc on voit bien que par rapport à cette montée en gamme des compétences, montée en gamme de la recherche et développement, il faut avoir des structures qui soient géantes pour pouvoir les assumer. Et aujourd'hui, le seul à être géant en Europe, c'est Volkswagen, qui quand même, on le voit, hein, on part de loin. Volkswagen, c'est 600 000 personnes, 250 milliards de chiffre d'affaires, 15 milliards de bénéfices à peu près. On voit bien que PSA, Fiat, même quand ils seront regroupés, vont avoir du mal. On n'arrive pas assez à ces niveaux. En termes déjà de personnes, on est autour de 400 000 personnes justement. Bon, il faudra voir aussi si, notamment en Europe, les synergies ne vont pas provoquer un coût social. Et à ce moment-là, est-ce que l'État ne va pas regarder quand même? Alors, pas d'éléments perturbateurs, peut-être comme avec le cas Renault, mais est-ce que là, il n'y aura pas un regard aussi de Bercy sur ce dossier? Bien évidemment qu'il va y avoir un regard de Bercy pour au moins 2 raisons. La première, vous l'avez dit, la somme des deux fait 400 000 personnes, sauf qu'on est sur 400 000 personnes sur une partie de compétences redondantes, et notamment avec des usines qui auraient besoin d'être optimisées. Rappelons qu'un des rapprochements qui avait échoué entre Fiat et Peugeot, c'était sur le fait qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord sur la manière de gérer une complémentarité d'usines en Europe. Donc ça va se poser comme question. Bercy va avoir son mot à dire sur justement le coût social potentiel de ce rapprochement. Et Bercy a son mot à dire aussi en tant qu'actionnaire. Et 12% voilà, encore. à travers BPI, donc ce n'est pas à travers les participations de l'État, mais c'est à travers BPI. Il n'empêche que BPI, Caisse des dépôts et consignations, on est sur le bras armé de l'État en matière économique, et que donc à travers cela, il y a probablement la volonté de mettre son nez dans ce que va devenir l'entreprise globale. Et sur ce point, une dernière question, est-ce que l'État n'a pas tout intérêt justement là à ne pas jouer un rôle perturbateur comme elle l'a fait avec Renault et pas endosser un deuxième échec peut-être pour créer un géant? Alors, d'abord, oui, parce que le rôle perturbateur sur Renault, c'est malheureusement plus compliqué que ça, vous vous en doutez bien. Il y avait un vrai sujet de consolidation de l'Alliance par rapport à ce qui s'est passé, on va pas y revenir. Un vrai sujet de gouvernance, un vrai sujet de modèle. Oui, on ne peut pas, alors pour le coup, déjà les fusions c'est compliqué à gérer, mais alors si on met en place une fusion dans un contexte d'entreprise qui est fragilisé, c'était juste pas possible. Donc pour ma part, je pense que Bercy a bien fait de mettre les pieds en plat pour ce qui concernait le rapprochement avec Renault. En revanche, sur PSA, là on va plus être sur des logiques industrielles. Je ne suis pas sûr que les compétences de l'État soient très fortes sur les logiques d'investissement industriel qu'il faut mettre en place pour passer du marché de l'automobile au marché de la mobilité. Merci Éric Delannoy d'avoir été dans Ecorama, merci. Bonne journée.